On va effectivement passer à la présentation d'Éric Bonnel, dont le titre de sa présentation est « Biotechnologie, promesses et réalités pour la pomme de terre ». Oui, bonjour. Donc, je vais me présenter, Éric Bonnel, sélectionneur de pommes de terre depuis déjà plus de 20 ans. Et avant la pomme de terre, j'ai travaillé sur la canne à sucre. Donc, je me positionne quelque part comme un spécialiste de la sélection d'un certain nombre de plantes à multiplication végétative, qui plus est, ont une génétique extrêmement complexe. Et vous allez voir qu'effectivement, les biotechnologies, au moins pour la pomme de terre, ont rendu d'éminents services qui sont aujourd'hui complètement indispensables. On ne saurait plus faire marche arrière. Je suis le directeur de recherche d'une entreprise française qui s'occupe de pommes de terre et exclusivement de pommes de terre et plus précisément exclusivement de semences, c'est-à-dire de plantes pommes de terre. Donc l'objectif de la recherche, dont je suis le responsable, c'est de créer effectivement des variétés adaptées aux besoins du marché et de s'en assurer la propriété intellectuelle pour pouvoir développer ces marchés. J'entends par là que l'objectif de notre recherche est une recherche essentiellement appliquée, et même si de temps à autre nous collaborons avec les centres de recherche institutionnels, notre recherche est destinée à satisfaire les besoins des utilisateurs finaux et non pas de faire des publications scientifiques. Pour développer nos variétés, il y a une activité marchande, commerciale et marketing qui est extrêmement importante aujourd'hui vu l'abondance de l'offre en matière de pommes de terre. Mais surtout, ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'une variété de pommes de terre, si elle n'est pas développée dès les premiers temps, à savoir dès son inscription au catalogue communautaire, si la qualité du plant de la semence n'est pas là, la variété est mort-née. Donc, historiquement, d'ailleurs, ce sont des producteurs de semences de pommes de terre, de plantes de pommes de terre, qui, pour pouvoir alimenter leur activité, se sont investis dans la recherche. Ce n'est pas l'inverse. L'ordre ici présenté de notre mission est un ordre logique. On commence par faire des variétés, on cherche à les vendre et on fait la semence. Mais en fait, dans la réalité, c'est exactement l'inverse qui se fait. On produisait de la semence de pommes de terre et ensuite, pour pouvoir alimenter l'activité semence, on s'est intéressé à la recherche. Alors, notre entreprise est impliquée dans la biotechnologie par nature et par force, quelque part, dès lors que la pomme de terre est une espèce qui a été très longtemps constituée un modèle en la matière avec les biologies cellulaires. En tant que professionnel, l'entreprise a été sollicitée et est toujours sollicitée par toutes les avancées de les biotechnologies qui sont proposées par les laboratoires. On a donc dès l'origine, était intéressé aux techniques de micropropagation. On vient de voir qu'avec le figuier, c'est de la multiplication végétative en pot. En pomme de terre, on est passé avec les techniques de laboratoire. Et notamment, ça a pris une importance économique dans les années 76 en France et ensuite en Europe, suite à une grande sécheresse. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Cryoconservation, technique de gestion des ressources génétiques. Haplodiploïdisation, technique aussi qui a rendu demain service en céréales, qui en pomme de terre, on le verra, n'a pas eu des débouchés espérés. Fusion de protoplastes. Marqueurs moléculaires, j'ai mis ADN parce que c'est ceux qui sont les plus utiles aujourd'hui, mais les protéines également nous ont aidés. Et le génie génétique dans un dernier temps. Donc c'est des expériences que nous avons pu acquérir, une expertise que nous avons pu acquérir, pour l'essentiel toujours en collaboration avec les centres de recherche institutionnels européens. Alors, dans les domaines d'application, bon, c'est pas une innovation, c'est valable pour la pomme de terre, bien sûr, mais c'est valable pour toutes les autres espèces. Les biotechnologies intéressent les obtenteurs, ceux qui font les variétés nouvelles, adaptées aux besoins des marchés, et c'est notre objectif. Les semenciers qui effectivement reproduisent la semence de ces variétés nouvelles. Et puis aujourd'hui, la réglementation également, puisque vous savez qu'en Europe, on n'offre pas au marché ce que l'on souhaite nécessairement, mais c'est qu'on doit passer, toutes nos variétés de pommes de terre et les autres doivent passer le baccalauréat avant d'être autorisées à aller sur les marchés. Et donc il existe un catalogue communautaire pour lesquels les variétés doivent satisfaire un certain nombre d'exigences techniques, valeurs agronomiques, technologiques. Et également, la mise en marché des semences. La semence est très contrôlée par l'administration au travers de la certification de la semence. Et puis, plus récemment aussi, il faut savoir que sur les marchés, nos variétés font l'objet de contrefaçons ou de fraudes, à savoir que quand une variété a du succès, tout le monde ne met pas sur le marché nécessairement la dite variété, mais profite de la renommée de la variété.
Alors, une variété de pommes de terre, en Europe pour le moins, c'est une espèce, la pomme de terre est une solanée, donc Solanum tuberosum subspecies tuberosum. Dans d'autres parties du monde, d'autres espèces de pommes de terre sont cultivées, sont autorisées à la commercialisation, pas chez nous. C'est une génétique complexe puisqu'elle est tétraploïde, fortement hétérozygote, et spécificité s'il en est, la multiplication végétative qui nous amène des contraintes sanitaires qui ont déjà été évoquées dans le cas du figuier. Pareil, nous avons des tas de problèmes liés aux virus, liés aux bactéries, liés à des champignons, mais également en matière de productivité, beaucoup de contraintes de nature physiologique. On verra que c'est d'ailleurs du côté de la physiologie que se situent les facteurs limitants à l'exploitation commerciale de ces biotechnologies, du moins d'un certain nombre d'entre elles. J'aurais tendance à reprendre les expressions d'un de mes collègues en Suisse qui, parlant d'une variété, de pommes de terre ou d'autres, une variété, c'est un paquet de gènes dans un paquet de services. C'est-à-dire que pour le succès d'une variété, il y a la génétique, certes, mais il y a tous les services qui sont associés. Alors, j'ai voulu essayer de recentrer, de situer, de positionner les biotechnologies qui nous intéressent en pommes de terre dans l'aspect création de variétés, d'une part, puis ensuite dans l'aspect multiplication de semences. Quand je parle de promesses, c'est des promesses qu'on a faites plus ou moins récemment, des fois pour certaines de façon très ancienne. C'est des promesses qui n'ont pas été tenues, ou du moins pas encore été tenues, qui nous ont intéressés, mais qui ne nous ont pas donné de satisfaction en matière de développement. En matière de ressources génétiques, premier élément à la base de toute activité d'amélioration des plantes, gérer les ressources génétiques, c'est quand même le fondement du métier de sélectionneur. On nous a promis que ces nouvelles technologies nous donneraient accès à de nouvelles sources de variabilité. La première, c'est d'ailleurs à l'époque où j'étais jeune étudiant, c'était celle qui était à la mode, la variation somaclonale, qui consiste par culture in vitro, par le passage d'une phase indifférenciée, les cales, créer des mutations ou des variations de nature épistasique, créer des variations qui seraient d'intérêt agronomique. En fait, aussi bien sur la canne à sucre d'ailleurs que sur la pomme de terre, on n'a rien vu d'intéressant sortir. Il y a certes quelques variations qui sont apparues, et pour la plupart d'entre elles, à la sortie, au bout d'X années de multiplication végétative, on s'apercevait que ces variations disparaissaient et qu'en fait, au départ, ce n'était pas de la génétique, c'était de la physiologie. Il y a donc des chercheurs qui continuent à travailler, à essayer d'améliorer les choses, mais au plan appliqué, il n'y a, à ma connaissance, pas grand-chose qui est sorti dans la matière. Les techniques d'aplodiploïdisation, alors on a fait une rapide incursion en la matière, puis on s'est rendu compte qu'en pommes de terre, c'était, vu la génétique, extrêmement complexe, et je crois, à ma connaissance, il y a plus grand monde qui travaille en aplodiploïdisation en pommes de terre. Il y a eu des programmes de recherche en Allemagne qui avaient bâti tout un schéma extrêmement complexe et séduisant au plan scientifique, mais qui n'a jamais rien donné après 20 ans de travaux. La fusion de protoplastes, c'est un peu de même nature. Technologiquement, ça fonctionne. Et la difficulté, c'est que dans cette technologie très sophistiquée pour nous, on arrive finalement à l'objectif inverse de celui qui était recherché, c'est à savoir que la technologie fonctionne, mais sur un nombre réduit de variétés ou de clones qui sont, j'allais dire, compétents à la technologie, qui répondent bien à la technologie, mais qui finalement nous enferment dans une base génétique trop étroite, et en tout cas infiniment plus faible que celle de l'alternative que nous avions à l'époque, et que nous avons toujours, qui est l'hybridation interspécifique avec des croisements de type 4X, 2X, pour les spécialistes, et les gens comprendront, qui nous permettent effectivement de diversifier beaucoup plus largement que ces techniques. Par contre, en matière de ressources génétiques, il y a des réalités bien concrètes qui sont aujourd'hui pratiquées pratiquement par tous les sélectionneurs de la planète de pommes de terre et aussi par les institutions. La principale application au niveau des ressources génétiques, c'est effectivement la capacité qu'offrent ces techniques, notamment les cultures de méristèmes ou de plantules in vitro, de pouvoir préserver hors pression parasitaire toute la ressource génétique qui a pu être collectée à travers la planète et de procéder à des échanges entre sélectionneurs de façon saine et fiable.
Plus récemment, des techniques sont en plein développement en pommes de terre, et qui vont nous contribuer à pouvoir évaluer ces ressources génétiques, l'intérêt de ces ressources génétiques. C'est la génomique et la protéomique qui sont en plein développement et qui doivent nous permettre effectivement de diversifier les marqueurs moléculaires d'intérêt agronomique ou technologique qui sont pour l'instant réduits en nombre, mais qui sont déjà suffisamment intéressants et qui vont nous permettre, après identification, éventuellement de pouvoir introduire ces caractéristiques en les traçant grâce aux marqueurs moléculaires dans nos croisements d'hybridation interspécifique, précisément, qui sont pour l'instant, qui nécessitent plus de 20 à 30 ans de travail avant d'arriver, une fois qu'on a repéré un gène dans une ressource génétique, il faut 20 à 30 ans de croisement et de rétrocroisement pour pouvoir introduire ça dans les variétés cultivées. En matière de création de variétés, au-delà de la gestion des ressources génétiques, une des promesses fortes qui a été faite à l'appui du développement des biotechnologies, c'était la notion de gain de temps. Parce qu'en création de variétés de pommes de terre, entre un croisement et la mise en marché d'une variété, il se passe une dizaine d'années. Bon, c'est pas extraordinaire, mais ces techniques, notamment la variation somaclonale et le génie génétique, nous ont affirmé, écoutez, là, ça va être beaucoup plus simple. Nous avons un caractère ou quelques caractères, nous savons les introduire et vous allez pouvoir les très rapidement, à partir d'une variété qui avait quelques défauts, vous allez pouvoir corriger ces défauts et vous allez donc nécessairement gagner du temps. Sur le plan théorique, c'est complètement fondé. Sur le plan pratique, il se passe une autre chose, c'est que si dans la première étape, à partir du croisement, vous pouvez espérer gagner 2 à 3 années sur l'aspect recherche-création variétale. Il faut déjà mettre en perspective ces 2 à 3 années par rapport à l'ensemble du développement d'une variété qui nécessite une vingtaine d'années, puisqu'en pomme de terre, inscrire une variété n'est pas garanti de succès. Il faut encore une dizaine d'années d'investissement pour pouvoir faire que cette variété atteigne de façon significative le marché quand on réussit. Donc ça peut être intéressant. L'alternative, c'est que l'autre problématique, c'est que ces 2 à 3 années, même si elles sont relativement peu significatives, peuvent quand même donc intéresser des obtenteurs. Mais si vous devez perdre ces 2 à 3 années, parce que suite et avant même à l'inscription, il faut que vous établissiez que vous n'avez pas porté atteinte ni à l'environnement ni à la santé humaine, ça va vous prendre beaucoup plus que ces 2 à 3 années. Et pour des PME comme la nôtre, c'est tout simplement inabordable au plan financier. Donc on y renonce. En matière d'innovation, donc de création de variétés, la réalité, c'est qu'effectivement, ces technologies nous permettent aujourd'hui d'être un peu plus précis, même si ce n'est pas absolu, dans la façon de sélectionner certaines caractéristiques. La première des applications qu'on a trouvées pour améliorer le processus et l'efficacité de la sélection, c'est de pouvoir recaler la physiologie, encore ce mot-là, la physiologie qui est extrêmement importante en pommes de terre, sur les plants de témoins. Après le croisement, vous arrivez avec des petites graines, grosses comme des graines de tomates, et le comportement normal de la variété que vous cherchez à évaluer ne s'établit qu'au bout de 2 ou 3 années de multiplication végétative. Si, dans ces 2 à 3 premières années, vous comparez les variétés candidates issues de ces graines à des témoins qui, eux, sont issus de tubercules, vous avez un décalage physiologique considérable et qui peut être effacé, qui aujourd'hui est effacé, si vous ramenez les témoins à un niveau physiologique comparable à ces plantes à graines, à savoir, c'est la culture de méristème qui nous a permis cette approche-là. Et les témoins aujourd'hui, dans les schémas de sélection, du moins dans le nôtre, sont cultivés in vitro, sevrés en serre, en même temps que les graines. Donc en fait, les témoins et les plantes à évaluer connaissent tout au long du cycle de sélection exactement les mêmes environnements physiologiques. Et donc les plantes sont beaucoup plus directement comparables. Le deuxième élément, c'est la sélection assistée par marqueurs, qui en est assez balbutiement en ce moment en pommes de terre, mais certains sélectionneurs utilisent déjà certains marqueurs pour la résistance au virus Y et aux nématodes. Et puis le génie génétique, qui, en pomme de terre, est une réalité scientifique. Je pense que là encore, la pomme de terre a longtemps servi de modèle, et un certain nombre de caractères d'intérêt agronomique ont pu être efficacement transférés dans la pomme de terre, notamment des résistances aux virus.
le PVY, l'enroulement, des résistances à des insectes, le doryphore, la teigne, la qualité, ça a été la première variété inscrite au catalogue communautaire qui est Amflora, une variété donc d'Europe du Nord, et puis on nous en promet une autre sur le mildiou pour dans quelques années. Alors Jérémy Coppa, pendant une dizaine d'années, dans les années 90 à 2000, a collaboré à un certain nombre de programmes de recherche européens là-dessus. La résistance aux insectes sur la teigne, Phthorimia operculella, qui était avec des constructions de la protéine Bt, la même que celle du maïs, donne effectivement une efficacité, j'allais dire absolue, à la résistance à ce parasite dont les larves se développent dans la pomme de terre en stockage. Et même si les dégâts visuels ne sont pas très très importants dans les premiers temps de stockage, dès que la larve commence à se développer dans le tubercule devient proprement immangeable. Il prend un goût tellement désagréable que personne ne la mange. Donc, on a travaillé avec l'Université de Valence notamment, et on a fait l'expérimentation au Portugal, et on a pu constater que les choses fonctionnent. On n'a pas mis ça sur le marché, vous pouvez imaginer les raisons pourquoi. On a également travaillé avec un industriel français sur la notion de qualité de fécule. Bon, aujourd'hui, on a la réponse. Nous, on l'avait déjà il y a quelques temps, mais là encore, on ne l'a pas mis sur le marché. Les pommes de terre de type waxy, amylose free, c'est une réalité. Résistance au virus, c'est intéressant. Là, on a travaillé avec une équipe suisse qui avait à l'époque une construction génétique intéressante qui était censée conférer la résistance à l'aide de la protéine capside. La protéine capside était bien synthétisée dans la plante, mais quand on retrouvait la protéine, il n'y avait pas de résistance. Les variétés résistantes, par contre, qu'on a trouvées à cette occasion-là, n'avaient pas de protéines. Et c'est au moment où on a découvert, où d'autres chercheurs sur d'autres espèces ont découvert le mode dit de silencing. Mais ceci dit, la résistance au virus par construction génétique, même si le mode de fonctionnement n'était pas celui qu'on attendait, fonctionne. La résistance aux champignons, en fait, le mildiou, qui n'est pas un champignon, mais qui est un obusète, on a travaillé toujours avec les Suisses, 17 constructions. Aucune n'a fonctionné réellement dans les champs. En fait, le système fonctionnait bien dans les laboratoires, voire même dans les serres, mais ramené face à l'épidémiologie extrêmement galopante dans les champs, aucune résistance n'a tenu. Alors je dois dire que je suis assez curieux et impatient de voir ce qui va se passer avec la variété résistante au mildiou qu'on s'apprête à nous proposer. Il se trouve que par sélection traditionnelle, les sélectionneurs de pommes de terre, depuis plusieurs générations, ont introduit successivement une bonne dizaine de gènes de résistance naturelle, ont tous été contournés par le parasite. Là, en l'occurrence, il s'agit aussi de gènes naturels, transformés par la technologie. Je m'attends à ce que la résistance soit rapidement contournée, ce qui n'est pas un problème en soi. On vit avec depuis toujours. Alors par contre, ce qui est plus intéressant peut-être aussi pour vous, c'est de voir que par rapport à ces innovations, en pommes de terre, qui est une espèce un petit peu particulière quand même par rapport aux mises en marché, j'ai essayé de positionner ces différentes applications déjà réelles ou qu'on attend par rapport aux priorités actuelles de la sélection de la pomme de terre. Aujourd'hui, le premier critère de sélection, qui en fait en recoupe un certain nombre, c'est la présentation du tubercule. Le marché aujourd'hui n'accepte plus qu'un tubercule de pommes de terre, et vous-même, consommateur, vous aurez du mal à acheter sans doute des pommes de terre qui ne soient pas extrêmement séduisantes à l'apparence. Alors ça nous pose un certain nombre de problèmes, et c'est complètement irrationnel, parce qu'il y a des parasites, notamment sur le tubercule de pommes de terre, qui affectent la présentation sur la peau, mais qui n'ont absolument aucune conséquence ni agronomique, ni gustative ou culinaire. Il n'empêche que si vous voulez arriver sur le marché, et ça c'est vous et nous, les consommateurs, qui avons mis cette contrainte. Actuellement, donc, on n'a pas de gène capable de résoudre ces problèmes. Et moi, en tant que sélectionneur, mes commerciaux me refutent et me rejettent toutes les variétés qui ne soient pas impeccables en termes de présentation. Deuxième application, qui conditionne aussi les évolutions de marché actuelles. Vous êtes tous au courant que les marchés qui se développent en pommes de terre, 30 ou 40 ans après les États-Unis, c'est l'industrie qui se développe, c'est les process liés à la frite, à la chips, et une spécificité européenne, la fécule de pommes de terre. Là, effectivement, des gènes et des potentialités sont présentes et donc nous intéressent. Côté culinaire, qualité de culinaire proprement dit, on n'a rien non plus, mais ça viendra peut-être. La véritable niche,
si vous voulez, si on peut parler, enfin, le véritable développement des biotechnologies, c'est les résistances aux maladies et aux pestes. On va en voir un certain nombre. Je vais vous les positionner après. Sachant que le dernier critère, et c'est peut-être là aussi une spécificité de la pomme de terre, le rendement n'est qu'une priorité très secondaire pour les sélectionneurs de pommes de terre. Les phénomènes, les qualités de présentation technologique culinaire ou les résistances aux parasites ont de tout temps été priorisées par rapport au rendement. En fait, le facteur limitant de la productivité de la pomme de terre, ce n'est pas encore la génétique. C'est l'accès à l'eau, c'est l'accès à l'engrais, c'est l'accès aux produits phyto par rapport aux résistances aux maladies. Alors, par rapport aux maladies, je vous ai mis ici un extrait d'une page d'un des guides des maladies de la pomme de terre en France. Vous voyez avec les flèches les quelques maladies qui peuvent être concernées. Elles sont importantes, mais on est loin de satisfaire l'ensemble des besoins. Et quand je vous disais que le sélectionneur, une variété, c'est un paquet de gènes dans un paquet de services, une récente concertation entre obtenteurs nous ont montré que dans les années 80, l'ensemble des critères qui étaient pris en compte par les sélectionneurs, c'était déjà pas mal, c'était 22 critères importants. Aujourd'hui, dans les années 2010, on arrive à pratiquement 70 critères à prendre en compte en sélection. Donc la complexité de la sélection est pas forcément facilitée par la biotechnologie, mais ça devrait pouvoir nous aider sur certains critères particulièrement majeurs. En tout cas, aucun critère en soi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aucun critère pris isolément en pomme de terre n'est déterminant pour la création variétale. En termes de réglementation, ces biotechnologies nous intéressent également, puisqu'en fait, notamment à travers les marqueurs moléculaires aujourd'hui, mais avant même cela, les marqueurs protéiques, nous permettaient d'identifier les variétés de pommes de terre sans aucune ambiguïté, ce qui est quand même une caractéristique très forte, et qui a ses applications aujourd'hui, ou pourrait les avoir, parce que c'est encore en discussion au niveau réglementaire dans pas mal de pays, en matière d'inscription au catalogue et de certification, en matière de droit d'obtenteur et en matière de mise en marché. En matière de catalogue et de certification, on peut penser à l'utilisation de ces marqueurs en DHS, qui est en pleine évolution et qui va arriver très prochainement en pommes de terre. Les notions d'essentielle dérivation, quand on parle des OGM, c'est vrai que si un de mes concurrents prend une de mes variétés et puis se contente de mettre un gène dedans, je me sens un peu spolié, mais ça a été réglé au plan administratif et au niveau réglementaire, dans le droit de l'obtenteur, c'est ce qu'on appelle l'essentielle dérivation. Par contre, il faut encore pouvoir prouver que votre variété a été utilisée et les marqueurs moléculaires peuvent nous y aider. Et puis régulièrement, en matière de contrefaçon et de fraude, vous avez aujourd'hui en France une variété qu'on a développée qui est bien connue, qui s'appelle Charlotte. Je peux vous dire qu'il y a pas mal de Charlotte. Vous pensez acheter de la Charlotte, ce n'est pas de la Charlotte, c'est de la Binge. Binge est beaucoup plus facile à produire, beaucoup moins cher, l'accès à la semence est libre. Charlotte, ce n'était pas le cas. Donc les fraudes font ce travail et les fraudes ont intégré ces outils de marquage moléculaire pour faire leur contrôle. Pour vous montrer très rapidement, voici une gamme de variétés de Jean-Mycopa. On utilise ces outils aujourd'hui en routine. On fait nos empreintes génétiques. Une des caractéristiques, peut-être pour les spécialistes, c'est que la technologie en elle-même a ses propres facteurs de variation très limités. Et dans l'état actuel des marqueurs SSR qu'on a utilisés, on considère que toute distance génétique calculée en dessous de 5%, c'est qu'il s'agit très probablement, voire certainement, de la même variété. Alors que deux variétés distinctes, le seuil minimal que vous pouvez voir ici, elles sont distinctes au minimum par 25% de distance. Je crois que pour d'autres espèces, le seuil est beaucoup plus faible. Mais ça, c'est lié à la nature génétique de la pomme de terre, polyploïde et hétérozygote. Alors voilà pour la génétique. Maintenant, on va s'intéresser à la semence. La multiplication végétative, ça va aller. Parce que pour la semence, il y a beaucoup moins à dire, c'est tellement simple. La semence de pomme de terre, donc le plant de pomme de terre, le plant certifié assure à la fois l'intégrité génétique, donc identité, pureté variétale, la qualité sanitaire, donc par rapport aux pestes et surtout aux maladies, les virus essentiellement, mais également des bactéries, des champignons, et la capacité germinative, et là on fait référence à la physiologie. Alors dans les promesses, on nous a dit, votre tubercule, c'est gros, c'est lourd, c'est sale. On va vous proposer des microtubercules, on va vous proposer de la semence artificielle. Technologiquement, ça fonctionne. Économiquement, c'est un échec. Et c'est un échec parce que, là encore, c'est la physiologie.
Vous prenez des microtubercules ou de la semence enrobée, vous la mettez dans un champ, c'est sensible à tous les stress possibles. Un coup de chaud, un coup de froid, un coup de vent, et la plante est morte. Et au fil des années, les scientifiques de la pomme de terre ont montré que la bonne semence, le bon microtubercule, c'était d'abord un mini, puis le mini, il a grossi, il est devenu du calibre de la semence complètement commerciale. C'est-à-dire que ces technologies, aujourd'hui, par rapport à cet aspect semence artificielle, non. Par contre, je vais passer au deuxième point, ces technologies sont aujourd'hui complètement utilisées pour produire la semence de pré-base. Il faut savoir qu'après la sécheresse de 1976, l'ensemble de la semence française, par exemple, était très contaminée par des virus et qu'il a fallu mobiliser la technique de multiplication végétative pour rétablir très rapidement le stock de semences de pré-base. Donc ça a fonctionné et aujourd'hui, c'est réglementairement, par cette technologie, que 100% de la semence française est produite. L'autre élément qu'il faut aussi savoir, et j'inclurai dans les biotechnologies, la capacité de ces outils, notamment les outils moléculaires, à faire des diagnostics et à contribuer à l'assainissement de ces stocks. Tous les tests ELISA, tous les tests PCR pour détecter les virus qu'on est incapable de voir à l'œil, ces technologies sont maintenant complètement diffusées à travers la planète et tous les centres nationaux ou tous les centres de certification, voire même à titre privé, certains semenciers les pratiquent eux-mêmes, testent la qualité sanitaire de leurs plants grâce à ces technologies. Et puis, par rapport à la semence, l'identité et pureté variétale, les empreintes génétiques, on les a vues tout à l'heure, même avec un nombre très limité de marqueurs, vous arrivez à distinguer des hors-types dans une culture de pommes de terre, de semences. Vous avez ici, on avait des hors-types, des plantes qui ne ressemblaient pas à la variété qu'on pensait, mais qui étaient des tubercules rouges. Et par la génétique, on a pu prouver que c'était effectivement, dans une culture de chéri, que c'était des plants de corallie qui étaient dedans. C'est des choses qui arrivent au niveau des repousses. Puis je voudrais terminer, avant de conclure, par rappeler l'importance économique de la pomme de terre. À plusieurs reprises, j'ai dit que ces technologies avaient une diffusion internationale. Et il faut prendre conscience que la pomme de terre, aujourd'hui, on avait l'habitude de dire que c'était la 4e culture du monde. Vous voyez qu'elle est en pleine extension. En termes de région, c'est l'Asie, notamment la Chine, qui est en train de miser sur, sur la culture et sur les technologies, car le facteur limitant de la pomme de terre, en matière de développement, jadis la Chine, dans les années 1960, produisait un rendement de l'ordre de 10 tonnes hectares. Aujourd'hui, ils en sont à 18, et demain, ils seront comme nous, de l'ordre de 50 à 60. C'est la qualité sanitaire du plant. Et là, en matière de multiplication végétative et de qualité sanitaire du plant, les biotechnologies sont vraiment indispensables. En conclusion, les biotechnologies ont fourni des outils pertinents aujourd'hui indispensables au développement mondial de la pomme de terre. La complexité des enjeux économiques, environnementaux, sociétaux justifie le maintien de recherche d'amont en pomme de terre. Ça, c'est un message à l'intention de nos politiques et de l'INRA. C'est vrai que toutes ces technologies ont bénéficié à la pomme de terre parce que la pomme de terre a eu un statut de plante modèle utilisée dans les universités qu'elle est en train de perdre. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'intéresse plus à Arabidopsis et quelques autres plantes génétiques beaucoup plus simples. Et on veut nous transférer les résultats directement sur la pomme de terre. On aura quelques difficultés. Et bien évidemment, c'est la responsabilité, cette fois peut-être des gens comme moi ou des privés. Il faut laisser les chercheurs rêver. Mais il importe pour nous de recadrer et d'évaluer et d'apprécier les justes vertus et les limites de toute nouvelle technologie en regard des spécificités biologiques de l'espèce, avant de l'intégrer dans une filière professionnelle. Ce qui est valable pour des céréales ou pour des fruits ne le sera pas nécessairement pour la pomme de terre, et réciproquement. Innovation, vous disiez ? Merci beaucoup à Éric Bonnel de nous avoir fait cette présentation sur la pomme de terre parce que ça illustre bien que de nombreuses biotechnologies existent, que toutes n'apportent pas le même service aux sélectionneurs en fonction du matériel génétique dont ils disposent et des ressources génétiques également.